les bourgeois de gauche, c'était pas possible. Tu disais ça chez Éric Morillo, je crois. Et tu disais justement, parce qu'ils sont bourgeois, de fait, ils peuvent pas être de gauche. Et toi, tu disais aussi que tu te considérais comme un bourgeois. Donc, est-ce que tu peux être de gauche? Vraie question. Oui, bah dans l'histoire de Tabeti, j'essayais de définir un peu ce que j'entendais par bourgeois, et je disais que c'était la conjonction de deux choses, une situation économique, une situation dans les rapports sociaux et dans les rapports de production. Alors, on peut être propriétaire d'un moyen de production, ce qui est encore autre chose. On peut être un propriétaire lucratif, par exemple, posséder des appartements sur lesquels on spécule. On peut posséder des titres, des actifs sur lesquels on spécule. Tout ça, ça fait de vous un bourgeois au sens économique du terme. Contrairement au prolétaire, qui, par exemple, lui, n'a que sa force de travail pour toujours dire des choses très orthodoxes et resservir des catégories qui me paraissent toujours pertinentes. Ça peut toucher de Et je rente, défie. quoi. Oui, tout à fait, d'une certaine manière. Mais c'est la conjonction de ça, et c'est la conjonction d'un système d'opinion qui est exclusivement tendu vers l'intention de légitimer le premier point. Je suis dans une certaine position sociale et mon système d'opinion va être conçu, plus ou moins consciemment d'ailleurs, parce que c'est des inconscients sociaux qui sont au travail, pour légitimer ma position sociale. Alors à ce titre-là, moi je ne suis pas un bourgeois. Je l'ai souvent dit, je peux le répéter, je suis économiquement un bourgeois, je suis propriétaire à Paris, ce qui fait de moi économiquement absolument un bourgeois, bien que je ne fasse pas de propriété lucrative sur mon appartement que j'occupe, qui n'est pas un très grand appartement par ailleurs, et pas en très bon état, mais ça c'est un détail. Mais en revanche, je ne crois pas du tout avoir un système d'opinion qui tende à vouloir légitimer la position sociale privilégiée dans laquelle je me trouve. Et le monde marchand dans lequel je suis baigné. À ce titre-là, non, je ne suis pas un bourgeois. Donc il devient possible que je sois indéfectiblement marxiste, comme je le suis depuis l'âge de 15 ans à peu près, quoi. Avec des nuances, des variations, des colorations, des subtilités chromatiques, mais globalement, c'est l'axe. D'accord, mais malgré tout, par exemple, tu vends beaucoup de livres, tu es invité dans plein de plateaux, etc. On pourrait dire que ça sert à un système bourgeois, ou quand même, malgré tout? D'abord, je ne vends pas tant de livres que ça. J'ai eu quelques gros succès, c'est vrai. J'ai parlé d'un succès qui reposait très largement sur les choses que j'ai dites. J'ai pu lire, parfois vendre plutôt bien quelques romans. J'ai un essai ou deux qui se sont effectivement très bien vendus, mais je ne suis pas un maxi vendeur non plus. Moi, je dirais que je suis dans la 3e division des vendeurs. Je pourrais te citer des gens qui vendent Oui. beaucoup plus que moi. Après, je ne veux pas m'en excuser. Globalement, je vis de ma plume, ce qui est tout à fait privilégié. Et d'autres travaux, disons, semblables. Oui, bon. Et alors après, tu dis, tu es invité partout. Justement, de moins en moins, quand même. Voilà. Par ailleurs, comme je le disais dans l'histoire de ta bêtise, je le disais parce que j'interpellais, je tutoyais le bourgeois un peu générique. Et je lui disais, mais tu ne m'as pas fait si bon accueil. Tu ne m'as pas fait si bon accueil, petit bourgeois, parce que, par exemple, j'ai eu des périodes où la presse me lynchait beaucoup, bien avant l'histoire de ta bêtise et tout ça. Je pourrais donner des faits, ressortir des documents. Ça a toujours été tendu, en fait. Ça a toujours été tendu, ça n'a jamais été la guerre absolue, la guerre ouverte, au point que j'ai été ostracisé. La preuve que non, effectivement. La bourgeoisie m'a concédé quelques deniers. Elle m'a offert même quelques places dans l'audiovisuel. À un moment, je faisais de la critique de cinéma à la télé, j'ai présenté des essais à la télé aussi, des choses comme ça. Je n'ai pas fait très longtemps, mais je l'ai quand même fait. Mais il y avait quand même une petite friction, quelques petites incompatibilités, ce qui fait que, comme je le disais dans le même livre, avec toi, je n'ai pas donné suite. J'ai lié très très peu d'amitié dans ce milieu-là. Je n'ai pas donné suite tout simplement parce que mon espace vital est ailleurs. Mais mon espace vital, je sais où il n'est pas là. Il est où ton espace vital? Il est avec mes potes historiques, avec qui je faisais du punk rock, puis présentais du cinéma minoritaire et à qui maintenant on fait des livres et des docus presque autogérés. Il est dans la SIC en Mayenne qu'on a créée, qui est une coopérative de cinéma entre gens qui n'ont pas de thunes. Il est dans le milieu punk rock à une époque. Il est dans la littérature, ce qui n'est pas forcément un truc hyper mainstream non plus, Oui. parce que la pauvre petite littérature... Elle est toujours un petit peu le petit village, non pas gaulois, mais presque résistant, dans un monde marchand, dans un monde où d'autres produits culturels sont quand même beaucoup plus en vue. Amélie Nothomb, à l'époque. Par exemple, mais bon, moi je suis globalement un minoritaire, si tu veux, qui a croisé le majoritaire par moment et presque par exception. Et je ne veux pas du tout d'ailleurs là-dessus
bon, je peux pas me dédouaner d'avoir eu quelques succès ici ou là. Bon, c'est des choses qui arrivent, quoi. Tu veux rester humble par rapport à ça, quoi. Tu sais que c'est un peu un rapport à la chance aussi, etc. Oui, oui, Mais oui, tout à fait. Pour moi, il y a un arbitraire, social il y a en général un arbitraire social de la distribution des mérites et de la distribution des fortunes et des revenus et des capitaux. Ça, c'est la base de mon édifice politique ou de ma pensée politique. ouais, mais Il y a aussi un arbitraire des distributions des suffrages, des trophées, des palmarès et donc des capitaux dans le champ culturel où j'évolue. Je veux dire, moi, j'ai des livres qui ne sont pas du tout vendus et que je tiens pour des très très bons livres. J'ai inversement eu parfois des succès sur des trucs que je trouvais moyens. Enfin, tout ça est tout à fait... c'est comme les valeurs boursières. Hein. Je veux dire, c'est très aléatoire. Et donc, quiconque en tirerait gloire serait un imbécile. Vraiment un imbécile. Mais le mérite, parce que le mérite pour moi, je suis d'accord avec toi, ça n'a pas de grande valeur, mais par contre on peut provoquer sa chance, on essaye des fois de se faire des places, donc il y a une forme de mérite, non? Parce que j'ai vu ce débat que t'as eu justement sur le mérite, alors je me dis je vais essayer de défendre le mérite, mais est-ce que non, il n'y a pas une forme de mérite quand même à réussir à sortir peut-être de sa reproduction sociale ou de... Moi, quand on aborde ce sujet-là, je commence toujours par des axiomes presque philosophiques et fondamentaux. Moi, je considère que nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas maîtres de notre propre attitude. Donc, je ne vois pas de quelle attitude on pourrait tirer mérite. Il y a des forces qui agissent en nous. Il y a des forces qui agissent en nous. On pourrait appeler ça les forces divines, des forces telluriques, des forces vitales, des forces qu'on veut, mais des forces agissent en nous dont nous ne sommes absolument pas responsables. Donc à ce moment-là, le mérite, ça n'existe pas. Donc si un jour, si socialement je me suis démené pour obtenir une place, c'est que une certaine énergie agissait en moi pour que j'aille dans ce sens-là. C'est pas pour autant méritoire. Il y a des gens qui se démènent pour avoir des places qui se démènent de façon malhonnête et brutale pour avoir des places de merde. Donc, quelqu'un qui se démène de façon malhonnête pour devenir, par exemple, Premier ministre de Macron, je ne parle pas de l'actuel de Zelle, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est démené de façon brutale et malhonnête pour avoir un poste de merde. Donc je vois pas où... Enfin, à tous les bouts, il n'y a aucun mérite là-dedans pour moi. Il y a au contraire ce que Nietzsche appellerait des forces réactives, des passions tristes aussi, dit-on maintenant, mais ça vient de Spinoza, qui agissaient en cet individu de sorte qu'il ait eu cette pauvre ambition de devenir un Premier ministre d'un ordre social bourgeois, et qui pour ça a dû jouer des coudes, sans doute prendre la place d'un autre, se Mais battre. tu casses nos rêves, François. Ouais, absolument. Ouais, moi je m'en fous, mais il y en a plein, ils rêvent, tu vois, ils sont là, ah ouais, quand même, moi je crois que c'est quelque chose d'important, alors qu'en vrai c'est que dalle, mais voilà, c'est juste quelques billets en plis au pire, ou des trucs comme ça, mais tu parles d'énergie, alors, qu'on clarifie, parce qu'il y en a qui me demandent si t'es croyant, tu dis ça une manière de parler pour justement imager ton propos, ou tu crois en quelque chose? Je pense que je pourrais pas me dire, j'ai fait un livre aussi plus ou moins sur la question, je correspondais avec un ami à moi chrétien. Donc on parlait un petit peu, je rappelais, je disais à quel point j'avais toujours un peu tourné autour de Dieu, bien qu'ayant une éducation absolument anticléricale et absolument athée de mes parents, qui étaient des espèces de bouffeurs de curés républicains vendéens. Mais oui, ça m'a intéressé très très vite cette affaire, mais je pourrais pas me dire stricto sensu croyant, ni chrétien, puisque je pense qu'il y a des gestes à faire pour ça. Il y a des preuves intangibles, enfin je veux dire absolument au contraire tangibles du fait qu'on est croyant, et je ne ressens pas ça véritablement. En revanche, j'aime dans le christianisme et dans la religion en général la grande humilité de base de toute forme de croyance, c'est-à-dire que d'une certaine manière, je ne suis pas maître de mon destin, et surtout, je ne suis pas maître du talent qu'éventuellement je peux avoir, je ne suis pas maître des forces qui me traversent. Tout à l'heure, c'est pour ça que je laissais une place, une sorte d'angle mort dans lequel chacun peut investir ce qu'il veut, en disant que ça peut être des forces vitales, ça serait plutôt l'hypothèse, disons, vitalo-nietzschéenne, ou des forces divines, pourquoi pas. Mais pour moi, d'ailleurs, tout ça est à peu près semblable, d'ailleurs. Donc voilà, je déteste l'arrogance des athées. Voilà ce que je peux dire. Je peux te faire une réponse un peu à contrario ou par la négative. Quelqu'un qui, au nom de la rationalité, il va absolument catégoriquement réfuter l'hypothèse divine, fait une espèce de contresens, puisqu'il est absolument impossible de réfuter rationnellement l'existence de Dieu. Je suis d'accord. Mais après, on peut réfuter ce qu'il y a dans les textes.
C'est souvent ce qui est fait pour essayer de... Voilà, c'est une Tout guerre. ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, on parle de la foi, on parle d'autre chose. Les textes, c'est autre chose. Ça, c'est la religion en tant que telle. Moi, je parlais vraiment de l'hypothèse même de l'existence de Dieu. Bon, là-dessus, je pense que Oui, c'est on gagne impossible tous de à être un peu savoir. humble par rapport à ça. La vie nous a été donnée sans qu'on l'ait voulu. Et elle nous sera retirée un jour, comme ça, Du cap. par des forces supérieures. Comment? Non mais attends, non mais force supérieure, c'est trop mystique. Donc t'as vraiment un rapport un peu mystique à la vie finalement. Non, non, la force supérieure, ça peut être encore une fois ce qu'on appelle communément la nature, ça peut être le Oui. vivant. Ce sont des forces extraordinaires. Il suffit de regarder la lumière, le soleil, c'est fort, c'est des forces supérieures. Les nuages, c'est des forces supérieures. Les animaux la puissance vitale de l'animalité est extraordinaire. Ce sont des forces supérieures, Ouais, c'est mais pas forcément on fait des forces partie de cette transcendantales. force supérieure, tu vois, l'animalité, etc. Enfin, on a tout ça aussi. C'est ce qu'on rejette aussi de chez nous, tu vois, c'est ce qu'on veut contenir. Donc, c'est ça qui est assez étonnant. C'est pour toi, il y a une force qui est supérieure, qui est admirable. Par contre, chez nous, on la contient énormément cette force. Heureusement. Mais moi, je pense qu'il faut se laisser gagner par les forces. C'est ça, c'est tout le programme nietzschéen, ça, je veux dire, qui n'est pas du tout un programme de pouvoir, mais un programme de puissance. Ce que comprennent pas parfois quelques fachos pseudo-nietzschéens. Nietzsche n'est pas du tout une pensée du pouvoir, une pensée de la puissance, et la puissance, c'est ce qui me traverse. C'est elle qui s'imprime à moi. En fait, c'est elle qui s'impose à moi. C'est pas moi qui m'impose à d'autres. Donc, je me laisse traverser par des puissances que je n'ai pas inventées À et dont l'inverse je de ne la peux pas, violence. encore une fois, tirer mérite. Et on me demande si t'es animiste dans le chat. Es-tu animiste? Je sais pas, on n'a pas besoin de ces mots, je crois. Mais moi, tout ça, je suis absolument ouvert à tout ça. Tout ça m'intéresse. Je trouve toujours très très beau les rituels. Je trouve toujours très Non mais il faut beau que tu discutes avec Greg Tabibian. Greg Tabibian, il a fait de la magie rituelle, il a fait plein de trucs, c'est fascinant. Moi j'adore ça aussi, j'ai fait des trucs aussi, c'est fascinant. C'est pas le sujet de ce soir, mais c'est fascinant. Non. Et ce qui est fou, c'est que ça met le cerveau en ébullition et cognitivement, c'est là où moi je laisse aussi le doute un peu suspendu, c'est dans l'état où ça me met. Il y a des fois où tu te dis, bon, c'est quand même bizarre, quoi. Bon, bref, c'est un autre Voilà. débat. Tiens, j'ai une question, on en parlait tout à l'heure en off, mais je vais te la poser du coup en live. La confusion. Je me revendique confus.